Moi, je suis un vrai bon public des albums de Noël. Comment une femme que toute la France croyait invincible a-t-elle pu disparaître à l'intérieur d'elle-même sans que personne ne le remarque pendant 9 longues années? La question dérange, elle glace, et pourtant elle est bien réelle. Ce jour-là, sur un plateau presque vide, sous une lumière douce qui semblait hésiter à la toucher, Isabelle Boulay n'était plus la chanteuse que le public adorait. Il n'y avait ni robe éclatante, ni sourire rassurant, ni cette voix puissante qui faisait vibrer les salles entières. Il n'y avait qu'une femme assise, droite, mais fragile, étrangement fragile. Ses mains tremblaient à peine. Sa respiration était courte, et puis après quelques secondes de silence, un silence si lourd qu'on aurait pu croire qu'il allait briser le studio, elle a prononcé ces mots. Je me suis tue pendant 9 ans. 9 ans. Pas 9 jours, pas 9 mois. 9 années entières à s'effacer lentement, sans cri, sans scandale, sans que personne ne comprenne vraiment ce qui se passait derrière les projecteurs. Car c'est bien là que se cache le cœur de cette histoire. Pendant que le public applaudissait, pendant que les caméras capturaient son élégance, pendant que les interviews s'enchaînaient avec cette douceur qu'on lui connaissait, une autre réalité invisible, silencieuse, s'installait. Une réalité faite de petites fissures, presque imperceptibles. Pas de tempête, pas de drame spectaculaire, juste un glissement lent, presque indétectable. Et c'est précisément ce qui rend cette histoire si troublante. Parce que rien, absolument rien, ne laissait présager ce qu'elle allait révéler. Pour des millions de personnes, Isabelle Boulay, c'était la force tranquille. Une femme enracinée, solide, forgée dans les vents froids du Québec. Une voix chaude, enveloppante, presque maternelle. Une présence rassurante. Une femme qui semblait avoir apprivoisé ses blessures pour les transformer en beauté. Alors comment imaginer que derrière cette image presque parfaite se cachait une femme qui, jour après jour, apprenait à se taire un peu plus? Comment comprendre qu'une personne capable de remplir des salles entières puisse se sentir seule dans une pièce à deux? Ce qu'elle a raconté ce jour-là n'était pas un scandale. Ce n'était pas une accusation. Elle n'a prononcé aucun nom avec colère. Elle n'a cherché ni vengeance, ni pitié. Non. Elle a raconté quelque chose de bien plus dérangeant. Une souffrance sans bruit, une érosion lente, une disparition intérieure, une prison sans mur. Et peut-être que c'est cela qui a bouleversé la France entière. Parce que dans ces mots, dans ces silences, dans cette dignité presque douloureuse, beaucoup ne voyaient plus une star. Ils voyaient une femme qui avait tenu trop longtemps, une femme qui un jour avait simplement décidé de respirer. Mais pour comprendre comment elle en est arrivée là, il faut remonter bien plus loin, bien avant les projecteurs, bien avant la gloire, à une époque où personne ne connaissait encore son nom, mais où tout avait déjà commencé. Avant la lumière des projecteurs, avant les applaudissements et les regards admiratifs, il y avait une petite fille qui grandissait loin de tout, dans une région où l'on apprend très tôt que la vie ne fait pas de cadeaux. En Gaspésie, le vent souffle fort, les hivers s'éternisent et surtout les émotions restent souvent enfermées à l'intérieur. On ne parle pas beaucoup de ce que l'on ressent. On avance, on tient, on encaisse. C'est dans ce silence-là que s'est construite Isabelle Boulay. Sa mère, solide et discrète, maintenait l'équilibre du foyer avec une force tranquille, presque invisible. Son père, lui, était plus distant, souvent absent, laissant derrière lui un vide que personne ne nommait vraiment. Et dans cet espace, entre présence et absence, Isabelle a grandi avec une conviction profonde, presque inconsciente. Pour être aimée, il fallait être irréprochable, et surtout ne pas déranger. Alors elle s'est adaptée, elle a appris à observer plutôt qu'à réclamer, à ressentir sans toujours exprimer, à intérioriser ce qui, chez d'autres, aurait explosé. Très tôt, elle a compris que certaines émotions n'avaient pas leur place à l'extérieur, qu'il fallait les transformer, les contenir ou les faire disparaître. C'est là que la musique est entrée dans sa vie, non pas comme un simple talent, mais comme une échappatoire, une manière de dire sans parler, de crier sans bruit. À 6 ans, face à un miroir, une simple brosse à cheveux à la main, elle s'inventait déjà un monde où elle était entendue, un monde où elle existait pleinement sans avoir à se justifier. En grandissant, cette voix devient son refuge, puis sa force. Elle y met tout, les manques, les doutes, les espoirs.
Elle chante pour combler les silences qu'elle ne sait pas remplir autrement. Et peu à peu, elle comprend que cette voix peut l'emmener ailleurs, loin de cette sensation diffuse de devoir toujours mériter sa place. Lorsqu'elle quitte la Gaspésie à 18 ans pour tenter sa chance à Montréal, elle emporte avec elle bien plus qu'un rêve. Elle emporte cette capacité à tenir bon, à ne pas se plaindre, à avancer coûte que coûte. Les refus, les nuits froides, les incertitudes, rien ne la fait reculer, parce qu'elle a appris à supporter, à persévérer en silence. Et c'est précisément là que réside toute l'ambiguïté de son histoire. Car cette force que tout le monde admire, cette résilience qui la pousse à ne jamais abandonner, cache en réalité une autre facette, beaucoup plus fragile. Une habitude de s'effacer. Une tendance à accepter plus que nécessaire. Une manière de croire que l'amour se mérite, et qu'il faut parfois se taire pour ne pas le perdre. Sur scène, cette intensité devient une richesse. Elle donne à sa voix une profondeur unique, une vérité qui touche droit au cœur. Mais dans la vie privée, ces mêmes mécanismes peuvent devenir invisibles et dangereux. Parce que lorsqu'on a appris à ne pas déranger, on finit par tolérer ce qui, au fond, ne devrait jamais l'être. Sans même s'en rendre compte, Isabelle s'est construite avec cette idée qu'il fallait tenir, coûte que coûte, pardonner, encore et encore, s'adapter, toujours un peu plus, et surtout, éviter le conflit. C'est cette disposition intérieure, forgée bien avant la célébrité, qui va jouer un rôle déterminant dans ce qui va suivre. Car lorsque l'amour entre dans une vie déjà marquée par le silence, il peut prendre une forme inattendue, une forme qui ne fait pas de bruit, mais qui transforme tout. Et vous allez voir que certaines rencontres, même les plus évidentes en apparence, peuvent réveiller les fragilités les plus anciennes. Au début, tout ressemblait à une évidence. Deux trajectoires que rien ne destinait à se croiser. Et pourtant, lorsqu'elles se rencontrent, tout semble s'aligner. D'un côté, Isabelle Boulay, une voix chargée d'émotions, une sensibilité rare, une présence douce mais intense. De l'autre, Éric Dupond-Moretti, un homme de pouvoir, charismatique, redouté dans les prétoires, admiré pour son éloquence et sa force. Deux mondes opposés, et peut-être justement pour cela, irrésistiblement attirés l'un par l'autre. Leur rencontre intrigue, elle fascine. Très vite, leur relation devient presque symbolique, la chanteuse et l'avocat, la sensibilité face à la rigueur, l'émotion face à la maîtrise. Ensemble, ils donnent l'image d'un équilibre parfait, d'une complémentarité presque romanesque. Dans les premières années, tout semble simple. Il y a les regards complices, les apparitions discrètes mais élégantes, cette impression que chacun apporte à l'autre ce qui lui manque. Isabelle, avec sa douceur, semble apaiser les tempêtes. Éric, avec sa puissance, semble offrir un cadre, une stabilité. Et puis, comme souvent dans les histoires qui commencent trop bien, les premières de fissures n'apparaissent pas sous forme de fractures. Elles sont minuscules, presque invisibles. Une remarque glissée au détour d'une conversation. « Tu es sûr que tu veux dire ça comme ça ?» Un conseil, apparemment bienveillant. « Tu devrais éviter cette interview, il pourrait mal interpréter tes propos. » Une suggestion, presque protectrice. « Reste près de moi ce soir, ce n'est pas le moment de t'exposer. » Isolées, ces phrases ne signifient rien. Elles peuvent même sembler attentionnées, mais répétées. Elles commencent à dessiner autre chose. Peu à peu, sans bruit, un cadre invisible s'installe. Isabelle, qui a toujours été spontanée, commence à réfléchir davantage avant de parler. Elle qui riait librement, se surprend à retenir certains élans. Elle qui avançait avec naturel dans sa carrière, commence à douter, à hésiter, à peser chaque décision. Et surtout, elle ne s'en rend pas vraiment compte. Parce que rien n'est brutal, rien n'est violent, tout est subtil, progressif, presque logique. C'est une adaptation, une concession, puis une autre, et encore une autre. Autour d'elle, les proches remarquent un changement, mais sans pouvoir le nommer. On la trouve plus réservée, plus posée, peut-être un peu fatiguée. Rien d'alarmant, pense-t-on. Après tout, la vie publique, les tournées, les responsabilités, tout cela peut expliquer bien des choses. Mais la vérité est ailleurs. Ce qui se joue ici ne se voit pas. Ce n'est pas une relation qui éclate. C'est une relation qui resserre, lentement, silencieusement. Un espace qui se réduit, une liberté qui se transforme, un équilibre qui se déplace. Et Isabelle, fidèle à ce qu'elle a toujours été, fait ce qu'elle a appris depuis l'enfance. Elle s'adapte, elle comprend, elle excuse, elle se dit que c'est normal, que c'est l'amour, que c'est temporaire. Parce qu'au fond d'elle, une petite voix lui murmure encore
Ne fais pas de vagues, sinon tu pourrais tout perdre. Alors elle continue, sans bruit, sans rupture, mais avec déjà quelque chose qui commence à s'éteindre. Il n'y a pas eu de choc, pas de scène violente, pas de rupture soudaine, pas de moment que l'on pourrait désigner comme le point de bascule. Tout s'est fait autrement. Lentement, presque proprement, comme une présence qui s'efface sans faire de bruit. Au fil des années, quelque chose change chez Isabelle Boulay, mais ce changement ne se voit pas immédiatement. De l'extérieur, tout semble en place. Sa carrière continue, sa voix touche toujours autant, son image reste intacte. Elle sourit, elle répond aux interviews, elle apparaît là où on l'attend. Rien ne laisse deviner que derrière cette apparente stabilité, un autre mouvement est à l'œuvre. Dans la sphère privée, en revanche, un glissement discret s'installe. Isabelle commence à faire plus attention à ce qu'elle dit, à la manière dont elle le dit, au moment où elle choisit de s'exprimer. Ce n'est pas une contrainte imposée clairement, ni une règle écrite. C'est une sensation diffuse, presque imperceptible, mais persistante. Une tension légère, comme un fil invisible qui l'oblige à se contenir. Au début, elle ne s'en inquiète pas. Elle interprète cela comme une adaptation naturelle, une forme de maturité, peut-être même une preuve d'amour. Elle se dit qu'il est normal de faire des ajustements, de trouver un équilibre à deux. Alors elle modifie quelques habitudes, adoucit certaines réactions, évite des sujets, rien de dramatique, juste des détails. Mais ces détails s'accumulent. Peu à peu, elle réfléchit davantage avant de parler. Elle pèse ses mots, anticipe les réactions, ajuste son ton. Elle rit un peu moins fort, intervient un peu moins spontanément. Elle commence à surveiller ses propres émotions, comme si certaines d'entre elles n'avaient plus tout à fait leur place. Et surtout, elle se met à douter d'elle-même. Ce doute n'arrive pas brutalement. Il s'installe doucement, nourri par des remarques, des silences, des regards difficiles à interpréter. Rien de frontal, rien qui puisse être clairement nommé, mais suffisamment pour créer un déséquilibre intérieur. Alors Isabelle fait ce qu'elle a toujours fait, elle cherche à comprendre, à s'adapter, à corriger ce qui pourrait poser problème. Elle minimise, elle se convainc que ce n'est pas grave, que c'est passager, que tout cela fait partie de la vie à deux. Elle se dit qu'elle dramatise, qu'elle doit simplement faire un effort supplémentaire. Et sans même s'en rendre compte, elle commence à s'éloigner de ce qu'elle est profondément. Ce processus n'a rien de spectaculaire, mais il est profondément efficace. Il réduit son espace intérieur. Il transforme sa spontanéité en prudence, sa liberté en réflexion constante, sa présence en retenue. Elle ne disparaît pas d'un coup, elle s'efface par fragments. À l'extérieur, personne ne voit vraiment ce qui se passe. Les proches perçoivent peut-être une certaine réserve, une forme de fatigue, mais rien d'assez évident pour alerter. Tout reste cohérent, logique, acceptable. C'est une vie qui fonctionne, en apparence. Mais à l'intérieur, Isabelle commence à ressentir quelque chose de plus difficile à ignorer, une perte de place, comme si, progressivement, elle n'avait plus tout à fait le droit d'être entièrement elle-même, comme si exister pleinement devenait un risque pour l'équilibre de la relation. Elle se surprend parfois à s'excuser pour des choses insignifiantes, à retenir une réaction, à éviter un mot de trop, non pas par peur consciente, mais par habitude. Une habitude qui s'est installée sans bruit et qui finit par redéfinir sa manière d'être. Et c'est là que le contraste devient le plus frappant. Sur scène, elle est libre, entière, vibrante. Elle donne tout, sans retenue. Mais dès que la lumière s'éteint, cette liberté disparaît. Elle retrouve cet espace plus étroit, plus contrôlé, où chaque geste semble devoir être mesuré. Ce décalage lentement la fragilise. Car ce qu'elle vit n'est pas une destruction visible, mais une érosion. Une transformation silencieuse qui ne laisse pas de traces évidente, mais qui, au fil du temps, modifie profondément son identité. Elle continue d'avancer, de tenir, de croire que tout peut s'arranger, parce qu'elle a appris à faire ainsi. Mais au fond d'elle, quelque chose commence à résister. Quelque chose de discret, mais de plus en plus présent. Une sensation, celle de ne plus respirer complètement. Certaines décisions ne se prennent pas dans le bruit, mais dans un silence tellement chargé qu'il finit par devenir insoutenable. Cette nuit-là ne commence pas comme une tragédie. Elle commence comme toutes les autres, dans une apparente normalité qui, depuis longtemps déjà, ne trompe plus vraiment Isabelle Boulay. Le dîner est simple, les gestes sont mesurés, les mots circulent sans véritable accroche émotionnelle, comme si chacun jouait un rôle parfaitement maîtrisé. Face à elle, Éric Dupond-Moretti parle, concentré, absorbé par ses préoccupations, par ce monde exigeant où chaque détail compte. Isabelle écoute, comme elle l'a toujours fait, attentive, présente,
cherchant instinctivement à maintenir cet équilibre fragile qu'elle protège depuis des années, cet équilibre qui repose en grande partie sur sa capacité à s'adapter. Et puis, sans que rien ne l'annonce vraiment, un silence s'installe. Un silence lourd, dense, familier. Ce type de silence qui ne laisse aucune place au hasard, qui contient tout ce qui n'a jamais été exprimé. Dans cet espace suspendu, une phrase tombe, presque ordinaire, presque anodine. Tu ne comprends jamais vraiment ce que je vis. Rien dans ces mots ne semble violent. Pourtant, ils atteignent un point déjà saturé, un endroit en elle qui a trop longtemps encaissé, trop longtemps cherché à comprendre, à justifier, à réparer. Ce n'est pas la phrase en elle-même qui déclenche quelque chose, mais c'est tout ce qu'elle réveille. Les années de retenue, les ajustements constants, les silences accumulés. Et soudain, il n'y a plus de place pour absorber davantage. Il ne se passe rien d'extérieur, aucun éclat, aucune confrontation. Mais à l'intérieur, tout bascule. Une ligne invisible se fissure, et cette fissure, cette fois, ne se refermera pas. Isabelle reste immobile quelques secondes, les mains posées devant elle, le regard perdu dans un point fixe. Elle ne cherche plus à répondre, ne cherche plus à expliquer, ne cherche plus à apaiser. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne fait rien pour maintenir ce qui existe. Elle laisse simplement ce moment être ce qu'il est. Puis elle se lève, sans précipitation, sans colère, avec une forme de calme presque déroutante. Dans le couloir, elle passe devant un miroir et s'arrête. Ce qu'elle voit la frappe. Non pas comme une surprise brutale, mais comme une évidence qu'elle n'avait jamais osé regarder en face. Ce visage marqué par la fatigue, par la retenue, par cette tension constante, ce visage n'est plus vraiment le sien. Ou plutôt, ce n'est plus celui qu'elle reconnaît. Et c'est à cet instant précis que la décision se forme, naturellement, sans débat intérieur. Elle entre dans la chambre, prend un sac, y glisse quelques vêtements, presque mécaniquement, comme si son corps savait déjà ce que son esprit venait à peine d'accepter. Elle ajoute une photo de son fils, un carnet, ces éléments essentiels qui donnent encore du sens à tout le reste. Rien de plus, rien de superflu. Quand elle revient, Éric Dupond-Moretti la regarde, surpris, comme si cette scène ne correspondait à aucun scénario possible. « Où vas-tu » demande-t-il, avec une sincérité qui révèle à quel point cette rupture n'avait jamais été envisagée. Isabelle s'arrête, prend une légère inspiration et répond simplement « Je vais respirer ». Il n'y a pas d'explication, pas de reproche, pas de tentative de convaincre, juste cette phrase dépouillée, presque évidente. Elle ouvre la porte et l'air froid de la nuit parisienne la saisit immédiatement. Ce froid est brutal, mais il a quelque chose de réel, presque libérateur. Pour la première fois depuis longtemps, elle sent pleinement l'air entrer dans ses poumons. Elle marche sans direction précise, mais chaque pas la rapproche d'elle-même. Elle ne fuit pas une situation, elle sort d'un état dans lequel elle ne pouvait plus exister. Derrière elle, la porte se referme dans un bruit discret, presque insignifiant. Mais ce son marque la fin de 9 années de silence. Et dans cette nuit froide, incertaine, fragile, commence autre chose. On croit souvent que le plus difficile, c'est de partir. Mais en réalité, le plus difficile commence après. Lorsque le silence revient, lorsque le bruit du monde s'éloigne, lorsque plus rien ne vous oblige à tenir, sauf vous-même. Après cette nuit d'hiver, Isabelle Boulay ne devient pas immédiatement une femme libérée. Il n'y a pas de transformation spectaculaire, pas de soulagement instantané. Il y a d'abord une fatigue immense, une fatigue profonde, presque ancienne, comme si son corps et son esprit devaient enfin digérer 9 années retenues. Les jours qui suivent sont calmes, trop calmes peut-être. Il faut réapprendre des choses simples, respirer sans se surveiller, parler sans anticiper, exister sans s'excuser. Et cela demande du temps. Elle s'éloigne, du bruit, des regards, des attentes. Elle retourne vers ce qui, depuis toujours, a été son point d'ancrage, sa terre, le Québec. Là-bas, entre Montréal et la Gaspésie, quelque chose change immédiatement. Le rythme ralentit, l'air est différent, les silences aussi. Mais cette fois, ces silences ne sont plus lourds. Ils apaisent. Dans une maison simple, entourée de bois, de lumière froide et de paysages immenses, Isabelle redécouvre une sensation qu'elle croyait perdue. La paix. Pas une paix parfaite, non. Une paix fragile, en construction. Une paix qui se reconstruit geste après geste, jour après jour. Le matin, un café chaud entre les mains. Une marche lente dans la neige. Le rire de son fils qui résonne sans tension. Des instants ordinaires, mais qui prennent une valeur nouvelle. Parce que pour la première fois depuis longtemps, elle n'a plus besoin de se contenir.
elle peut être, simplement. Et puis il y a la musique, toujours la musique. Mais elle change, elle se transforme, elle devient plus nue, plus directe, presque dépouillée. Moins d'arrangements, moins de couches, moins de protection. Comme si désormais, il n'y avait plus rien à cacher. Ces chansons parlent autrement. Elles ne racontent pas seulement une rupture, elles racontent un retour à soi, à cette petite fille qui chantait pour combler le silence, et qui, aujourd'hui, apprend à habiter ce silence sans le craindre. Les critiques le ressentent immédiatement, le public aussi. On dit qu'elle n'a jamais été aussi vraie. Mais ce qui frappe le plus, ce n'est pas sa voix, c'est son regard. Un regard encore marqué, oui, mais habité autrement, moins tendu, plus libre, comme si quelque chose enfin s'était remis en place. Pendant ce temps, l'histoire éclate au grand jour. L'interview, les confidences, le choc médiatique. La France découvre ce qu'elle a vécu, les réactions sont immédiates, intenses, des milliers de messages, des femmes qui se reconnaissent, qui écrivent, moi aussi. Sans le vouloir, Isabelle devient autre chose, pas seulement une artiste, un symbole, un miroir. Mais elle ne cherche pas ce rôle, elle ne revendique rien, elle ne désigne pas de coupable, elle ne transforme pas sa douleur en accusation, elle avance, simplement, avec cette dignité silencieuse qui a toujours été la sienne. Et peut-être que c'est cela, sa véritable force. Ne pas crier, ne pas accuser, mais dire, enfin. Dire ce qui, pendant 9 ans, n'avait pas trouvé de place. Aujourd'hui, elle parle de liberté comme d'une sensation concrète. Quelque chose que l'on respire. Quelque chose que l'on ressent dans le corps, pas seulement dans les mots. Elle ne prétend pas avoir tout reconstruit. Mais elle sait qu'elle est revenue à l'essentiel, à elle-même, et au fond, son histoire dépasse largement celle d'une séparation. Elle touche à quelque chose de plus universel, de plus intime, cette capacité que nous avons tous à nous perdre, sans même nous en rendre compte, cette manière de rester, parfois trop longtemps, dans des situations qui nous éloignent de ce que nous sommes. Alors la question se pose, pas pour elle, pour vous, et vous, dans quel silence vivez-vous encore sans oser le nommer ? Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait réfléchir, prenez un instant, laissez un commentaire, partagez votre ressenti, et surtout, abonnez-vous. Parce que parfois, une simple histoire peut changer la manière dont on regarde sa propre vie.